Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à la méthode de lecture Bien lire et aimer lire qu'on va vous faire découvrir pendant la prochaine heure. Je suis en présence donc de Luna Casalas, qui est co-autrice de l'ouvrage de la méthode et des cahiers Bien lire et aimer lire, ainsi que de Sophie Couraud, qui est l'éditrice de la méthode Bien lire. Donc, pendant une heure, nous allons vous présenter la méthode et son utilisation. Sophie va commencer par vous faire un historique de la méthode, de la collection, puis nous laisserons la parole à Luna qui nous expliquera comment elle l'utilise en classe. Et bien sûr, nous pourrons répondre à vos questions. Donc, vous pouvez utiliser le chat, la conversation ou bien l'onglet questions et réponses pour poser toutes vos questions, pour réagir. N'hésitez pas à le faire. On prendra le temps d'échanger avec vous. Sophie, je te laisse la parole pour commencer. Merci Herminie. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de passer ce moment avec vous aujourd'hui et de vous présenter avec Luna Casalas, qui est enseignante à Nice et qui nous a envoyé tout le soleil de la Méditerranée pour ce webinaire. La refonte complète donc, de la célèbre méthode Bien lire et aimer lire, qui est connue sous le nom de méthode Borel-Maisoni. Cette méthode originale et toujours très originale a été créée il y a 65 ans par Suzanne Borel-Maisoni, qui est connue pour être l'une des fondatrices de l'orthophonie en France dans les années 50, et Clotilde Sylvestre de Sacy, qui était enseignante et qui a fondé avec Suzanne Borel-Maisoni un centre d'apprentissage, une école spécialisée avant l'heure, on va dire, pour les enfants qui avaient des difficultés d'apprentissage, et en particulier, c'était des enfants 10. Et le centre qu'elles ont créé à Paris existe toujours aujourd'hui. Euh, la particularité de la méthode Bien lire et aimer lire, c'est d'être une méthode syllabique. Alors, ce n'est pas la seule méthode de lecture qui est une méthode syllabique et gestuelle. Avec la méthode Bien lire et aimer lire, on entre dans la lecture par le son et auquel on associe, pour chaque son, on associe euh, un geste et un graphème ou les graphèmes correspondants. Donc là, Herminie nous montre eh bien, comment est-ce qu'on entre par le son A, et l'enfant, donc, ou l'adulte, évidemment, puisque l'enseignant, mais Luna nous le dira, fait le geste. Voilà, donc comme vous le voyez, dans la précédente édition, et c'est le cas donc depuis 65 ans que la méthode existe, le geste était fait par un enfant qui avait été pris en photo, en l'occurrence dans un cabinet d'orthophonie, pour qu'on soit certaine que le geste soit bien fait et que le photographe photographie bien sous le bon angle le geste que fait l'enfant. On a décidé, pour que la méthode soit modernisée, soit plus adaptée à un environnement pour les jeunes et pour les enfants, de conserver évidemment toute la justesse du geste, mais de le faire illustrer. Et donc, nous nous sommes rapprochés d'une illustratrice de grand talent, Julie Gervais, qui donc a illustré tous les sons. Et donc là, vous voyez sur cet écran le sorte de avant-après, avec tous les gestes qui étaient illustrés en photo et qui maintenant donc, sont illustrés par un dessin. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que donc, à chaque son correspond un geste, et ça permet aux enfants de bien distinguer tous les sons, et en particulier les sons proches, comme le D et le B, mais il y en a beaucoup d'autres. Comme les gestes sont différents, il n'y a pas de confusion possible entre les lettres, et donc dans la lecture, et ça Luna nous l'expliquera tout à l'heure, on entre dans la méthode par l'apprentissage des sons simples, et on commence par les voyelles, puis les consonnes continues, L, M, etc., les consonnes occlusives, P, T, etc. Puis ensuite, on va entrer avec les sons complexes,
notamment le est, la lettre G, qui comporte de nombreux pièges et difficultés dans l'apprentissage de la lecture, les voyelles nasales en, on, et c'est compliqué, les voyelles nasales et ces sons, en particulier pour les enfants dont l'un ou les deux parents ne sont pas de langue maternelle francophone. C'est la raison pour laquelle la méthode Bien lire, elle est utilisée dans de nombreuses écoles à l'international ou en France qui accueillent des enfants d'expatriés ou des enfants dont la langue première n'est pas le français. Parce que le geste et parce que l'entrée par le son, ça aide vraiment à, à apprendre à lire. La nouvelle présentation de la méthode, donc elle conserve évidemment toute la progression et les caractéristiques de la méthode Borel-Maisoni. Comme depuis le début, tous les mots sont entièrement décodables par les enfants. Dans la présentation de la méthode, il n'y a pas de distracteur d'attention, donc il ne va pas y avoir des petites étoiles ou des petites bulles qui vont venir distraire l'attention de l'enfant de sa lecture. Mais nous avons voulu, dans cette nouvelle édition, renforcer son aspect directement utilisable en classe. Et ça, c'est vraiment sur ces points-là que Luna va nous les détailler tout à l'heure. La méthode de lecture, elle est renforcée sur la partie décodage. Donc, vous l'avez vu, donc, tous les gestes sont illustrés, mais en plus, nous avons plus de 100 mots repères qui sont illustrés, comme vous avez pu voir. Donc, avec le A, eh bien, on a des mots repères. L'ananas, par exemple, dans lequel on entend et on repère le son A, et puis des illustrations, des phrases illustrées qui vont être lues par l'enseignant, et chaque illustration recèle de nombreux mots qui comprennent le son et la graphie qui sont étudiés. Le format de la méthode de lecture a été revu. C'est un format qui est plus grand, qui est plus adapté, plus maniable pour les enfants de CP. Et puis, surtout, elle s'accompagne de deux cahiers. Un cahier d'exercice d'écriture. Il en existait un depuis 2018 qui avait été conçu par Luna Casalas avec Chantal Comte, parce que, pardon, je n'ai pas parlé depuis le début de Chantal Comte, qui est la deuxième co-autrice de cette refonte et qui malheureusement n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais qui a mis tout son talent à côté de celui de Luna pour faire cette refonte. Donc, il y a le cahier d'exercices, donc ce sont des exercices d'entraînement à la lecture, mais à l'écriture, et on sait que, évidemment, apprendre à lire, ça passe aussi par apprendre à écrire, et donc ce cahier suit son par son la progression de la méthode de lecture, et puis, grande nouveauté, un cahier de compréhension qui a été conçu par Luna Casalas et Chantal Comte, dans lequel des petits textes permettent à la fois aux enfants de s'entraîner à lire le son lettre du jour, puisque donc vous avez compris, hein, c'est toujours une adéquation entre son et lettre dans la méthode Borel-Maisoni, mais qui permettent aussi, avec les exercices qui sont proposés, de s'assurer que l'enfant sait décoder ce qu'il lit, mais aussi, bien sûr, et peut-être même, j'allais dire surtout, qu'il comprend ce qu'il lit. Et donc, il y a beaucoup d'exercices de compréhension de texte et d'études de la langue qui sont proposés dans le cahier de compréhension. Et ces deux cahiers, bien sûr, suivent la progression de la méthode de lecture. Et donc, je laisse maintenant la place à Luna qui va nous expliquer le fonctionnement de la nouvelle méthode
tous les apports que cette refonte apporte et puis comment on l'utilise en classe. Merci Luna donc, pour tous ces éclairages. Je vous en prie. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc vous l'avez compris, je suis présente ici aujourd'hui pour vous présenter la méthode, mais j'aurais aimé pouvoir être accompagnée de Chantal Comte, ma collègue avec qui donc j'ai travaillé étroitement pour pouvoir vous présenter cette méthode aujourd'hui. Alors, comme vous l'a expliqué Sophie, la refonte de cette nouvelle édition permet de s'approcher plus encore du fonctionnement d'une séance de lecture en classe, en suivant bien sûr les recommandations pour les nouveaux programmes qui vont entrer en vigueur à la rentrée. Comme on peut le voir à l'écran, par exemple, pour la séance du son V, écrit avec la lettre V, qui fait partie de la première partie de cette méthode, donc les sons simples. On peut voir en têtière les différentes écritures du son, donc de la lettre V. Juste en dessous, enfin incrusté dans cette têtière, on a donc le geste qui est proposé en illustration dans cette nouvelle édition. Comme dans les éditions précédentes, il y avait déjà une phrase à dire pour expliquer le geste aux enfants. Cela permet de rendre simple et fluide l'explication du geste. Personnellement, enfin avec Chantal, en classe, donc nous préconisons d'avoir une posture rigoureuse sur la manière dont on présente le geste, puisque nous serons le modèle pour la reproduction de ce geste par les enfants. Et comme le précisait Sophie, dans cette nouvelle édition, il y a donc un mot repère et une phrase qui est illustrée contenant d'autres mots ayant eux aussi le son de la séance étudiée. Sur cette page de gauche, on a donc toute la phase de découverte dans la séance de lecture qui permet donc de faire cette correspondance entre la graphie et la phonie. Une fois ce son identifié et la graphie identifiée, on peut donc passer à la page de droite et elle va suivre le même fonctionnement et la même progression tout au long de la méthode, c'est-à-dire qu'il y aura un premier paragraphe pour la combinatoire avec des syllabes et dans ce paragraphe, les propositions sont elles-mêmes progressives puisqu'on commence par consonne plus voyelle, la seconde ligne en inverse et après la combinatoire est un peu plus complexe. Il y a un deuxième paragraphe avec des mots et le dernier paragraphe permet de présenter des phrases à lire. Elles aussi sont progressives, soit par la longueur, soit par la fréquence du son proposé, enfin du son du jour au sein même de la phrase. J'aimerais juste revenir sur l'arc diacritique qui est tout en haut de la page 25 que vous voyez à l'écran. Ces arcs-là sont présentés dans les sons simples pour pouvoir entrer dans la combinatoire. Tout au long de la méthode, on effectue les gestes, donc nous enseignants et les enfants également. On préconise de faire d'abord une lecture silencieuse, donc chaque enfant prend le temps de s'approprier cette page de droite et ensuite on effectue en collectif ou en lecture orale la lecture de chaque paragraphe et on veille à corriger la posture des élèves au niveau des gestes. On préconise, et c'était le cas déjà dans les éditions précédentes, que les gestes soient effectués par une seule main. De manière générale, l'enfant choisira sa main d'écriture, car c'est la main avec laquelle il est le plus habile. Il n'y a pas de règle entre droitier et gaucher. Il faut simplement être vigilant sur la position des mains. Bon, là, l'exemple n'est pas très
judicieux puisqu'on a besoin des 2 mains pour cette lettre-là, enfin pour ce son-là, mais de manière générale, on utilisera préférentiellement une main. Il faut aussi veiller à ce que les gestes soient fluides et suivent la lecture et ne soient pas faits à la va-vite pour qu'ils soient réellement un appui de mémorisation et de décodage. Comme l'a évoqué tout à l'heure Sophie, il y a un geste pour chaque son et ils sont donc tous différents et permettent de rajouter un support de mémorisation. Soit le geste évoque la lettre, comme le U, soit il donne une information sur où se situe l'articulation du son que l'on prononce, comme le R, puisqu'on sent en touchant la gorge la vibration, ou alors elle nous donne une information sur l'orthographe et la graphie, comme on verra après pour les sons plus complexes. En classe, en tout cas, une fois que cette phase de lecture et d'institutionnalisation a été faite, on peut passer au cahier d'exercice. Et donc celui-ci est vraiment en lien étroit avec chaque séance dans le cahier dans la méthode. La méthode n'est pas un consommable et est vraiment un manuel de lecture à considérer comme tel. Par contre, le cahier d'exercice est un consommable et propre à chaque élève et sera une ressource à renouveler à chaque année. On retrouve la même tétière et le même code couleur pour pouvoir se repérer dans les différentes parties. Donc là, on a bien du bleu choisi arbitrairement pour les consonnes, donc les sons simples. Les exercices sont progressifs et commencent par une discrimination visuelle puisque l'élève doit entourer l'image où quand il prononce le mot correspondant, il entend le son V qui est étudié lors de cette séance. Dans le deuxième exercice, il devra, à nouveau dans une discrimination visuelle, placer correctement le son dans la syllabe, puisque les syllabes de chaque mot sont signalées par des petits cercles ici. On travaille ensuite la correspondance graphiphonie, puisqu'il faut retrouver la lettre. L'exercice 4, dans cette première partie, est un exercice un petit peu particulier puisque les premiers exercices peuvent être faits dans un rythme de classe où les élèves plus performants peuvent avancer à leur rythme et on peut soutenir les élèves qui auraient besoin d'une aide particulière puisque les exercices restent avec les mêmes consignes tout au long de la première période, enfin la première partie. Les élèves auront assez vite compris le fonctionnement du cahier et pourront évoluer à leur rythme. Par contre, l'exercice 4 devra être fait dans un temps vraiment collectif, puisqu'il s'agit d'avoir l'attention de tous les élèves, par exemple sur la ligne du chat, et l'enseignant devra choisir un mot à énoncer et les élèves devront l'entourer rapidement. Donc c'est un exercice qui se fait avec un certain rythme et où il faut vérifier qu'on a bien l'attention de tous les élèves pour passer à la ligne suivante. Les animaux servent de repère ici. Les choix le choix que pourra faire l'enseignant est guidé ou expliqué dans un ouvrage qui va apparaître prochainement, puisqu'on est en train de terminer le guide pédagogique avec Chantal Comte et on explique, on justifie quel serait le choix le plus judicieux et on explique pourquoi. Donc afin d'accompagner au mieux les enseignants dans la conception qu'on a eue de cet exercice. Et enfin, pour terminer, les élèves devront donc lire des phrases qui viennent de la méthode de lecture et l'illustrer pour la dernière en tout cas. Et c'est dans l'exercice 5 qu'il y aura réellement ce lien très étroit entre la lecture et l'écriture,
puisqu'il va évoluer dans la deuxième partie des sons complexes qu'on va voir juste après. Je donne juste une information concernant le cahier de compréhension. On pourrait penser qu'on attendrait de l'utiliser un peu plus tard, mais en fait, il a été pensé pour s'intercaler entre les séances qui utilisent la méthode de lecture et son cahier d'exercice qui est vraiment centré sur le décodage, puisqu'il apporte un éclairage et un enseignement explicite de la compréhension des textes bien sûr, mais de la langue aussi. Donc les premières séances du cahier de compréhension seront sur la phrase, la ponctuation, pour donner des premiers exemples. Je peux passer à un exemple suivant pour continuer la progression. Herminie ? Oui ? Oui. Est-ce que sur peut-être les graphies complexes, quel exemple? Alors, on peut prendre l'exemple du on. Donc là, on voit bien que l'organisation reste la même que pour le son qu'on a vu juste avant. Simplement, le code couleur a changé puisqu'on est dans les sons complexes et on a choisi arbitrairement la couleur orange. Pour ce qui est des sons complexes, on voit dans l'exemple de ce son-là que les gestes sont utiles, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour comprendre leur orthographe et leur origine. On voit en filigrane, en transparent, enfin un peu plus clair le son O, et quand on s'applique à faire le son on se rapproche du nez et la sonorité devient donc plus nasale et on explique la présence du coup de ces deux lettres associées pour faire le son on. On voit ici qu'on présente les deux graphies immédiatement puisqu'il s'agit d'une règle orthographique qui est expliquée dans le petit encadré qu'on voit juste en dessous. On a besoin de la lettre M quand il est suivi de la lettre P ou B. La page de gauche garde la même organisation. On a donc une phrase illustrée qui est à lire par l'enseignant. Cette phrase, je ne l'ai pas dit précédemment, mais elle n'est pas à décoder par l'enfant, tout comme la phrase à lire pour expliquer le geste. Ces deux informations signalées par une sorte d'accolade montrent bien que c'est à destination de l'adulte. On retrouve les deux mots repères qui sont déchiffrables à 100%. Il ne s'agit pas d'un mot plaqué qu'on pourrait lire en méthode globale. L'idée était vraiment de suivre la force de bien lire depuis son origine. Comme le disait Sophie tout à l'heure, il n'y a pas de distracteur en dehors de ces mots repères et de cette illustration qui apporte un éclairage sur le fonctionnement de la séance. On retrouve les trois paragraphes dont je parlais tout à l'heure, de la combinatoire des mots et des phrases, et aussi une progression à l'intérieur de ces trois paragraphes. Est associé donc à cette séance dans la méthode le cahier d'exercice, et on peut peut-être voir l'évolution de celui-ci. Alors, la discrimination visuelle a maintenant disparu et a laissé place dans le premier exercice par la correspondance graphie-phonie, puisqu'il s'agit de retrouver les deux graphies étudiées ici. L'exercice 2 est un exercice d'encodage guidé dans un premier temps, puisque toutes les lettres sont mises à disposition pour écrire le mot illustré. On a essayé avec Chantal, autant que faire se peut, de donner des exemples suffisamment diversifiés pour les différentes graphies, et ce sera le cas aussi dans la partie 3. Il n'est pas toujours aisé de pouvoir illustrer tous les mots qu'on aimerait, mais on a eu à cœur
d'avoir cette variété-là. L'exercice 3 est notre exercice de temps collectif dont je parlais tout à l'heure. Il a simplement changé de numéro. On a un exercice qui est spécifique à cette deuxième et troisième partie où il faudra donc compléter par la bonne graphie. Ici, on peut travailler la règle du M devant la lettre P et B. Et la nouveauté dans l'exercice 5, et je parlais du lien étroit qui évolue, une séance sur 2, il sera demandé à l'élève d'écrire une phrase dictée ou de copier une phrase qui aura en exemple écrit en cursif juste au-dessus. Les phrases sont toutes extraites de la méthode de lecture afin qu'il y ait un lien entre ce qui a été lu dans la phase juste avant et dans la phase d'application, on peut enfin passer à l'écrit. Voilà. Peut-être, voilà. Là, donc, on a la dernière partie de la méthode. Donc, le son 1 fait partie des graphies complexes, puisque le geste et le son 1 a déjà été vu. On voit bien ici que c'est un geste qui est connu des enfants, puisque la phrase à dire finit par « fais le geste 1 que tu connais ». Dans cette troisième partie, on complexifie avec les particularités de la langue française et toute cette difficulté qui lui est propre. On a pris ici l'exemple du son 1, enfin de la graphie AIN, AIM et EIN. On aurait pu très bien parler des différentes séances sur la lettre E et ses différentes valeurs, puisque dans notre langue française, le E a différentes sonorités en fonction de sa valeur positionnelle et donc des lettres qu'il succède. Ici, on voit bien que l'organisation reste la même afin de garder cette clarté et cette sobriété qu'il y avait déjà dans les éditions précédentes. Et on garde dans la page de gauche le déroulement d'une séance de lecture afin d'avoir ce schéma à l'esprit. Il y a toujours cette progressivité dans les différents paragraphes de la page de droite. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Dans notre fonctionnement en classe avec Chantal, donc nous avons un premier temps de découverte qui est illustré par la page de gauche, un temps où les élèves s'exercent et rentrent dans le décodage avec la page de droite. Le cahier d'exercice ensuite, mais nous, en classe, nous recommandons d'avoir un temps de lecture en fin de journée afin de revoir la lecture du jour et préparer les devoirs de lecture à la maison. Il n'y a pas de devoir écrit, c'est simplement relire la page du jour afin de continuer cet entraînement. Dans la méthode, comme dans le cahier de compréhension, il y a des séances que l'on appelle avec Chantal des séances un petit peu particulières. Ah pince, oui, vous avez raison, je vais parler des exercices. On voit bien que pour les graphies complexes, on garde plus ou moins le même cheminement. Seulement, là, notre exercice de reconnaissance rapide a disparu pour laisser la place à un exercice d'écriture sous forme de syllabes. Ici, pour l'expliquer, seules 2 syllabes dans chaque présentation par 4 sont à utiliser pour former un mot, le mot souhaité. Dans l'exemple ici que vous voyez à l'écran, le dernier exercice est encore une phrase dictée, mais il y a bien une alternance entre les 2 sons, enfin les 2 sons, n'importe quoi. Il y a bien une alternance entre une phrase dictée et une phrase copiée pour avoir cette diversité
des exercices proposés. J'ai fait les choses un petit peu à l'envers. Dans l'exercice 2, on voit bien ici qu'on a essayé de choisir des mots avec les différentes graphies étudiées. Voilà. Pour finir de présenter ce cahier d'exercice, puisque je vois qu'il y a des choses dont je n'ai pas parlé, il y a bien sûr un encadré, pardon Herminie, pour écrire la date, même si en début de CP, l'exercice est peut-être encore complexe, on peut tout à fait l'adapter et leur demander d'écrire la date en abrégé. Et il y a une partie juste à la fin de chaque page, en bas de chaque page, où il est écrit j'ai terminé, avec des petits smileys qui permettent une auto-évaluation du travail fini par l'élève. Cela peut être complètement approprié par l'enseignant. En tout cas, c'est un cadre un espace qui a été pensé pour voilà, la notation générale de la page terminée. Est-ce que vous vouliez un petit peu parler aussi de ces pages-là? Du coup, c'est les pages qu'on a appelées un petit peu particulières avec Chantal Comte. Elles ont un encadré violet. On a essayé par ce code couleur de rendre lisible la progression et donc certaines séances qui viennent s'intercaler. Là, par exemple, les verbes au pluriel se terminant par NT que l'on voit à l'écran est une séance qui s'intercale dans la seconde partie, juste après avoir vu les mots laid, émet, essai, mais avant le son G, par exemple. C'est donc une séance qui est nécessaire pour pouvoir étoffer les phrases proposées en décodage, et elles sont en lien direct avec le pluriel étudié juste avant. Il est intéressant d'en parler aujourd'hui, puisque ces séances particulières ont elles aussi une réponse d'exercice. Par contre, comme il s'agit d'une séance un petit peu particulière sur la compréhension de la langue et rendre un petit peu plus explicite le fonctionnement de la langue, les exercices se trouveront dans le cahier de compréhension et non dans le cahier d'exercice, qui est vraiment lié au décodage et à l'encodage. On a un petit rappel de la leçon en haut de la page de gauche, et en général, ça aussi c'est quelque chose que je n'ai pas précisé, tout fonctionne par double page comme dans la méthode de lecture et son cahier d'exercice. Le cahier de compréhension fonctionne lui aussi par double page, donc on a plusieurs exercices qui permettent de travailler cette notion, et il en sera de même pour le verbe est, le verbe être quand il est à la troisième personne du singulier, quand on l'écrit EST par exemple, c'est une séance particulière. Il y aura à chaque fois des exercices qui permettent de s'entraîner sur cette notion. Voilà. Merci beaucoup, Luna, pour toutes ces explications. Aussi, est-ce que peut-être vous pouvez nous rappeler, enfin nous préciser les gestes pour ceux qui peut-être ne connaissent pas encore la méthode. Est-ce qu'ils sont faciles à apprendre pour les enfants, mais aussi pour les enseignants? Oui, c'est vrai que j'aurais pu commencer par là. Les gestes, ils sont très faciles à apprendre, que ce soit pour les enseignants ou pour les enfants. C'est quelque chose d'assez ludique d'ailleurs pour les enfants. En général, ils aiment bien, surtout les gestes qui ont une évocation très simple pour eux. Par exemple, le zzz, ils imaginent assez vite le bruit de l'abeille. Ou alors le wa, où on voit bien, où ils arrivent assez vite à imaginer le museau du chien. Il y a donc des gestes comme ça dynamiques qui les intéressent beaucoup, comme le l, le f, on ne voit pas, le f. Voilà, donc oui, ce sont des gestes assez faciles à apprendre. C'est vrai que en réunion de rentrée, quand on explique
aux parents d'élèves la méthode que l'on va utiliser et les gestes qu'ils vont eux aussi devoir apprendre à appréhender. En général, les réactions qu'on a par habitude, c'est l'amalgame qu'il pourrait y avoir avec la langue des signes. Donc on leur explique bien que ça n'a aucun lien en dehors de la communication et du geste, même les parents s'y prennent au jeu de pouvoir communiquer et apprendre ces gestes-là. Je sais que il m'est arrivé de discuter avec une maman d'élève qui m'a dit bah, c'est super, ça nous donne un code secret, voilà, on peut communiquer ensemble. Bref, c'est un détail, mais en tout cas, ça reste quelque chose de ludique et facile à apprendre. Mais par contre, il est nécessaire pour l'enseignant d'apprendre les 36 gestes avant de commencer pour ne pas être dans une phase de découverte lui-même au moment où il l'enseignera ou alors juste en amont. Et de toute façon, c'est quelque chose qui vient assez vite. Et c'est important de bien faire le geste ou il peut y avoir des variantes Non, c'est vraiment important de bien regarder, de bien lire la phrase explicative qui est vraiment pensée dans ce sens. Dans le guide pédagogique qui va bientôt paraître, lorsque c'est nécessaire, on donne des informations supplémentaires pour son exécution ou alors pour sa compréhension. Mais en soi, l'illustration et la méthode en elle-même suffit déjà, et c'est vraiment nécessaire d'être rigoureux. Je peux donner un exemple très simple. Le U, si on ne fait pas attention et on le présente comme ça, c'est en réalité le geste qu'on utilisera pour le OU. Donc, il faut vraiment veiller à ce que les enfants présentent le dos de la main, et nous-mêmes d'ailleurs quand on l'enseigne. Voilà, il faut être rigoureux pour que ça puisse servir d'appui, puisque quand on va présenter le OU aux élèves, on montrera qu'il y a d'abord le O et on y ajoute le U. Et donc, ce geste-là permet de se rappeler qu'il est en lien avec le son OU. Il permet aussi, quand on est rigoureux, de faire cette différence entre les sons proches. Et quand on l'explique de manière rigoureuse, il est un réel appui pour faire une différence entre les sons. Par exemple, pour le son K, où on sent bien l'air sortir de la bouche, si on pointe bien l'index K dans la bouche, on peut bien faire la différence avec le G, où là, c'est le pouce qui touche la gorge parce que c'est ici que ça vibre, et on fait bien la différence entre les deux sons. Donc, ça demande un petit investissement personnel au départ pour bien les intégrer, mais après, il n'y a plus de confusion si nous-mêmes on est rigoureux au départ. D'accord, merci, c'était très clair. Et juste peut-être avec Sophie, on vous présentera le guide pédagogique et d'autres titres à paraître. Peut-être qu'on pourrait faire un retour pour comparer l'ancienne version de la méthode avec aussi le cahier de compréhension. Je vais vous montrer ça, puisqu'il y a des pages Oui. qui font écho et en fait en quoi le cahier de compréhension vient compléter l'ancienne méthode. Vous avez peut-être 2 mots à nous dire Oui, là-dessus. bien sûr, merci. Alors là, on voit à l'écran l'édition 2020 de la lettre H, donc une lettre muette, et on voit à la page 118 un petit texte sur Hugues, et à la page 119 un petit texte sur le garçon qui s'appelle Hugo. Et en fait, avec Chantal Comte, nous avons extrait tous les textes de la méthode pour pouvoir garder la progression dont je vous parlais tout à l'heure avec les 3 paragraphes, et afin de garder un maximum de cette méthode déjà existante et qui a fait ses preuves, on les a intégrés dans le cahier de compréhension. C'est même la base du cahier de compréhension. Il a d'abord été constitué par tous les textes que nous avons extraits de la méthode. Ici, on a simplement changé les prénoms, mais l'histoire reste la même, et on a lié les deux
pour en faire un texte entièrement décodable par les enfants à ce moment de l'année et au moment où cette séance s'intercale dans la méthode. Il s'agit bien évidemment de l'intercaler après la lettre H. On n'a pas modifié la progression. Et on voit ici que donc le texte est sur la page de gauche. On est à nouveau sur une double page. On a des questions de compréhension ici et un petit exercice de révision d'études de la langue sur les noms propres et noms communs. Mais il est vrai, vous avez eu raison de me poser la question, qu'on a donc basé ce cahier de compréhension sur tous les textes extraits de la méthode et on l'a enrichi et complété afin de pouvoir donner un temps de révision supplémentaire pour certaines séances, pour certains sons. Puisque tous les textes sont décodables, ils permettent de faire une révision assez régulièrement des sons étudiés, puisque là, dans cette séance, il n'y a pas de nouveaux sons, mais c'est bien une révision de tous les sons vus jusqu'à la lettre H qui est muette mais utile. Merci beaucoup, Luna. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Il nous reste un quart d'heure à peu près, donc on pourra prendre le temps d'y répondre. N'hésitez pas. Sophie, donc j'aimerais bien aussi que tu nous parles. Je vous rappelle déjà avant ça, les trois titres qui sont disponibles. Donc c'est la méthode de lecture, le cahier d'exercice et le cahier de compréhension dont on vient de parler. Donc ils sont tous disponibles en librairie, mais aussi vous pouvez passer des commandes directement auprès de nous. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Normalement via l'événement, vous avez notre mail qui est donc contact@esf-scienceshumaines.fr. Donc voilà, si vous avez des questions, des demandes de devis, vous pouvez nous les adresser directement. Sinon, vous pouvez vous diriger vers votre librairie habituelle. Et nous avons aussi des titres qui vont paraître au printemps 2025. Et Sophie, je te laisse la parole pour nous présenter ces trois, trois nouveautés à venir encore. Merci Herminie. Peut-être juste avant, un point qui me paraît important à souligner dans la méthode de lecture Bien lire et aimer lire, c'est que vous avez pu le voir au travers des pages qu'a commenté Luna tout à l'heure. Les voyelles sont en couleur dans la méthode de lecture. C'est pour que les enfants comprennent que c'est la voyelle qui fait, nous on dit, chanter la consonne. Et donc, pour chacune des lettres et chacun des sons qui sont étudiés, les voyelles sont mises en couleur. Et puis, on n'a pas montré d'exemple parce que dans le temps imparti, on ne pouvait pas montrer voilà, là par exemple, vous voyez, donc on étudie le son 1 et voilà, c'est je vais trop vite. Voilà. On étudie le son 1 et donc c'est bien le 1 qui va faire que l'on va pouvoir dire pain ou demain, voilà, etc. Là, le son 1 est plutôt en fin de méthode, puisque c'est dans la partie sur les graphies complexes. Donc, le son étudié n'est colorisé que lorsque l'enfant est en train de lire la partie sur les syllabes dont a parlé tout à l'heure et les mots. Mais ensuite, voilà, les enfants sont un peu plus habiles à décoder et donc dans les petites phrases à lire, il n'y a plus de couleur. Et puis donc, on ne le voit pas là, mais pour ceux qui connaissaient l'ancienne version de la méthode de lecture, les lettres muettes sont grisées.
de sorte que ça donne un repère aux enfants pour dire, ah, puisque la lettre est grisée, on ne la dit pas. Et donc, on ne prononce pas les lettres grisées. Ça, c'est au tout début. Et puis également, en début de méthode, il y a un repère pour que les enfants enchaînent les différentes syllabes et décodent bien syllabe par syllabe les mots. Voilà, je ne sais pas, Luna, si vous voulez ajouter quelque chose sur ce point. Oui, non, vous avez tout à fait raison de revenir sur cela parce que je n'ai pas pensé à en parler. Mais c'est vrai que les arcs diacritiques dont vous parliez sont présents pour la première partie en tout cas. Et la couleur rouge pour les voyelles est présente pour l'intégralité de la page de lecture pour les sons simples. Il y a donc là aussi une évolution et une progression dans l'aide apportée à la lecture. Pour les premières séances, comme on voit à l'écran, il y a beaucoup d'aide pour le décodage et petit à petit, comme l'a dit Sophie, comme l'élève devient de plus en plus autonome, on enlève ses tuteurs. On a eu une question dans le chat concernant le geste. Est-ce qu'on ne fait que le geste du début d'un mot ou est-ce qu'il faut faire chaque son d'un mot? Ah non, pardon, il faut faire tous les gestes que compose le mot. Par exemple, si je dois lire la vie, là, je dois tout mettre en geste afin d'être le plus clair possible. J'ai été peut-être un peu vite, je peux en faire un autre. Il arrive. Voilà, là j'ai lu deux parties du deuxième paragraphe, mais oui, le but c'est de pouvoir réellement accompagner le décodage par le geste. Nous, on a bien sûr une autre stratégie de décodage en tant qu'adulte lecteur expert, mais c'est un réel appui pour les enfants qui auront un décodage moins fluide dès le début en tout cas. Et est-ce qu'il y a des exercices d'entraînement explicites à la rapidité de lecture? Une autre question qu'on vient d'avoir. J'imagine que ça concerne la fluence. C'est un exercice que l'on peut faire avec la progression telle qu'elle est pensée dans la méthode, puisque on a alors la rapidité de lecture, ça sera vraiment dans le manuel pour le coup, et pas dans le cahier d'exercice. Et on peut suivre la progression avec les 3 paragraphes. Voilà, on a un exemple ici, avec en premier des syllabes, en second des mots et après des phrases. On peut très bien imaginer de mesurer la fluidité et la rapidité entre 2 entraînements, puisque c'est la lecture que les enfants auront à lire le soir. Donc on peut très bien travailler l'affluence sur ça. Après, ça peut aussi faire l'objet d'évaluations particulières, mais le support ici s'y prête. Oui, on peut aussi faire des exercices de fluence en s'appuyant sur les textes qui sont dans le cahier de compréhension, si on veut faire en plus, absolument. Donc, on peut tout à fait, une fois que le décodage a été bien acquis, travailler là-dessus. On peut aussi absolument. Tout à fait imaginer travailler l'entraînement à la lecture une fois que, puisque la fluidité se travaille sur des textes préparés, on peut très bien imaginer, une fois que le texte a été étudié en classe, puisqu'il est à lire à la maison, on peut également prévoir des temps de fluence sur ces textes-là. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Luna. Sauf il nous reste 10 minutes, peut-être que là je te laisse la parole, Sophie. Sur la poursuite, parce que
et Chantal et Luna sont très inventives et créatives sur de nombreux supports. Les prochains qui vont paraître euh, au mois de mai, mais en fait là c'est dans quelques jours, il va y avoir donc l'affiche des gestes que vous voyez là sur l'écran et qui permet comme ça un affichage en classe. Euh, dans lequel on va retrouver l'ensemble des gestes étudiés. Luna y a fait référence à plusieurs reprises. Euh, Nous sommes en train de finaliser le fichier pédagogique dans lequel Luna et Chantal Comte ont fait un énorme travail de décortiquer séance par séance la progression de la méthode, comment est-ce que, quels sont les enjeux pour chacune de ces séances, sur quels sont les conseils à donner, aussi bien en ce qui concerne la lecture et le décodage, mais aussi la graphie et le tracé des lettres. Et en particulier, on n'en a pas beaucoup parlé, mais vous l'avez vu dans la présentation, euh, on utilise aussi bien la script que la cursive. Et donc, il y a beaucoup dans le guide pédagogique, beaucoup de conseils donnés sur l'importance de, de, de la cursive. Voilà. Quoi dire d'autre sur le fichier pédagogique? En fait, il est conçu en suivant l'année scolaire, donc chacune des 4 périodes, et jour par jour, semaine par semaine, les enseignants vont pouvoir être accompagnés en sachant suivre d'abord le manuel de lecture, puis le cahier d'exercice, et selon les semaines et selon là où on en est, le cahier de compréhension qui s'intercale, comme Luna l'a expliqué tout à l'heure. Peut-être Luna, vous voulez rajouter quelque chose sur le fichier pédagogique? Oui, comme vous l'avez dit, on a essayé d'accompagner par écrit au maximum les enseignants. Il est sous forme de tableaux pour chaque son. On a essayé de se mettre à la place d'un enseignant, hein, puisqu'on on est dans ce cas-là, et pour le rendre le plus lisible possible. Et voilà, donc on espère pouvoir ainsi vous accompagner au mieux au travers de cet ouvrage, comme si on était auprès de vous. Et puis, va paraître au mois de mai également un livre d'histoire, des histoires qui ont été écrites ou réécrites par Clotilde Sylvestre de Sacy. Et là, c'est un livre qui s'adresse aux enfants qui sont lecteurs. Donc, s'ils sont très avancés, ça peut être en fin de CP, sinon c'est en début de CE1. Donc, des premières histoires. La particularité de ce recueil, c'est que ce sont des histoires qui peuvent être dialoguées, qui peuvent être dites à plusieurs enfants. Et puis, donc, ce recueil, il est truffé de conseils sur la ponctuation pour que ça fait un lien avec l'affluence. Pour que les enfants puissent suivre l'avancée de la lecture, sachent où poser leur voix. Donc, il y a des textes qui sont de plus en plus longs, avec un vocabulaire de plus en plus riche et varié en fonction en fonction de l'avancée. Et puis donc toujours des illustrations qui ont été faites par Julie Gervais. Voilà. Voilà, je partage quelques pages. Je ne sais pas si vous les voyez bien, si elles s'affichent. Oui.
Oui, Donc voilà, voilà, bah, pour en merci beaucoup. Donc découvrir vous un voyez, bah, aperçu. là on va très vite, mais donc en tout début, il y a toutes les explications sur la ponctuation et donc les enfants apprennent que on ne pose pas forcément sa voix à la fin d'une ligne, mais qu'une phrase, c'est pas une ligne. Bah, alors c'est expliqué, réexpliqué et redit dans le guide pédagogique. Mais c'est important voilà, et puis de donner les repères aux enfants sur le poser sa voix après certains petits mots de liaison ou après des virgules et autres. Et donc, les textes en cela sont très progressifs et sont un bon entraînement à la lecture plus fluide. Voilà. L'objectif étant vraiment que en étant de plus en plus à l'aise dans la lecture, on prenne du plaisir à lire pour le maximum de personnes. Merci. Voilà. Très bien, ben on arrive à la fin de cette rencontre. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir, d'avoir été présents pour découvrir la méthode. Je le rappelle, donc les ouvrages sont disponibles en librairie et vous pouvez donc bien sûr aussi nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez passer des commandes directes. Un extrait aussi est disponible, donc n'hésitez pas à en faire la demande par mail, donc à l'adresse contact@esf-scienceshumaines au pluriel tout attaché.fr. N'hésitez pas à nous demander, on pourra vous envoyer un extrait de la méthode et des cahiers, ainsi que des prochains ouvrages à paraître. Merci encore Luna d'avoir été prête avec nous ce soir. Merci Sophie. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Pour ceux qui le souhaitent, ce webinaire sera mis en replay sur la chaîne YouTube de l'éditeur ESF Sciences Humaines. Voilà, donc vous pourrez vous y reporter, vous pourrez le partager s'il vous a plu autour de vous. Et voilà, merci beaucoup à tous et puis à très bientôt.